Imaginez donner la vie, et que votre premier geste de mère ne soit pas de serrer votre enfant dans vos bras, mais de le présenter à un tribunal d'anciens qui, à la lueur d'une torche, décidera s'il mérite de vivre ou d'être jeté dans un ravin. Ceci n'est pas une fiction dystopique. Ce fut la réalité institutionnalisée à Sparte, la plus redoutable puissance militaire de l'Antiquité. Mais le véritable secret, dissimulé sous les légendes de guerriers invincibles, est bien plus profond et perturbant que le simple infanticide sélectif. Nous sommes sur le point de révéler comment les Spartiates n'ont pas seulement entraîné des hommes à la guerre. Ils ont entièrement redéfini la biologie humaine pour la servir. Ils ont créé ce que l'on pourrait nommer l'architecture biologique de l'État, un système où la matrice féminine fut convertie en la première arme de guerre de l'histoire, une forge vivante conçue pour produire des soldats parfaits. Dans ce documentaire, vous découvrirez les protocoles secrets, les rituels d'accouplement contrôlés et les inspections corporelles qui ont transformé la maternité en une fonction d'État. Et le plus choquant, comment cette machine de perfection biologique, la plus grande source de pouvoir de Sparte, contenait un poison invisible qui allait la conduire à sa propre chute. Avant de plonger au cœur de ce système impitoyable, nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs de l'histoire. Si ce voyage dans les secrets de Sparte vous captive déjà, montrez-nous votre soutien avec un « j'aime » et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos enquêtes exclusives. Nous sommes curieux de savoir d'où vient notre communauté. Indiquez-nous en commentaire depuis quelle ville de France ou quel pays vous nous regardez. Suggérez-nous également les figures historiques dont les secrets mériteraient d'être révélés au grand jour. Notre exploration reprend son cours. Pour saisir la nature de cette expérience biologique, il est crucial de comprendre le monde qui l'a forgé. Nous sommes en Grèce antique, mais loin de la démocratie athénienne. Nous sommes en Laconie, une région austère du Péloponnèse, au cœur de la cité-État de Sparte, principalement entre le 8e et le 4e siècle avant notre ère. La société spartiate était une pyramide rigide, obsédée par la peur de sa propre base. Au sommet, une petite élite de citoyens, les Spartiates, uniques détenteurs du pouvoir. En dessous, les Périèques, des hommes libres mais sans droits civiques. Et tout en bas, une immense population d'Ilotes, des serfs appartenant à l'État, constamment au bord de la révolte. Cette angoisse existentielle d'être submergés par leurs esclaves fut le véritable moteur de leur discipline de fer et de leur système reproductif impitoyable. Le pouvoir était détenu par 2 rois, un conseil de 28 anciens appelé la Gérousia, ce même tribunal qui statuait sur la vie des nouveau-nés, et 5 magistrats, les éphores, qui surveillaient chaque aspect de la vie civique. C'est cette machine politique qui a maintenu l'architecture biologique la plus radicale de l'histoire. Dans cette structure de fer, les acteurs principaux ne sont pas des individus au destin unique, mais des archétypes façonnés par l'État pour servir un objectif supérieur. Au cœur de cette machine se trouve la femme spartiate. Paradoxalement, elle jouissait de plus de liberté que ses contemporaines grecques. Elle était éduquée et s'entraînait physiquement presque à l'égal des hommes. Mais cette autonomie apparente n'était pas un droit, c'était un devoir. Son corps n'appartenait ni à elle-même ni à son mari, mais à la cité. Sa valeur ne se mesurait pas à sa beauté, mais à la robustesse de sa progéniture. Face à elle, l'homme spartiate, le produit de cet élevage sélectif. Arraché à sa famille dès l'âge de 7 ans pour intégrer l'agogé, le système éducatif le plus impitoyable de l'Antiquité, il était méthodiquement déshumanisé pour devenir une pure machine de guerre. Et au-dessus de ces 2 figures, l'architecte invisible et tout-puissant, l'État, incarné par la Gérousia. Une entité froide et calculatrice, pour qui les êtres humains n'étaient que des ressources, un capital biologique à optimiser. Mais comment cet architecte invisible exerçait-il son pouvoir ? En s'infiltrant dans l'intimité la plus profonde de ses citoyennes, à travers un système de contrôle absolu. Tout commençait dès l'enfance. L'éducation physique des filles n'était pas un simple loisir, c'était la première étape d'une inspection d'État. En s'entraînant nues ou en tunique courte aux côtés des garçons, leur corps était constamment évalué, leur développement scruté par la communauté. Leur condition physique était une affaire publique. Le mariage, loin d'être un choix personnel, était un devoir civique, un contrat de procréation avec l'État. Ceux qui tardaient à se marier ou à produire des enfants étaient publiquement humiliés lors de certaines cérémonies. La nuit de noces, elle-même, était un rituel déshumanisant. La fiancée était rituellement enlevée,
on lui rasait la tête et on la revêtait d'habits masculins avant de la laisser dans l'obscurité totale. Son époux devait alors quitter sa caserne en secret, s'unir à elle furtivement, puis retourner dormir avec ses camarades. L'acte de procréation était ainsi vidé de toute affection, réduit à une opération clandestine. Mais le mécanisme le plus troublant était sans doute la pratique de l'eugénisme consenti. Un mari âgé pouvait inviter un homme plus jeune et fort à concevoir un enfant avec son épouse, assurant ainsi une descendance de qualité supérieure pour l'État. C'était la preuve ultime que le ventre d'une femme n'était qu'un instrument au service de la cité. Ces révélations sont troublantes, et ce n'est que le commencement. C'est pour mettre en lumière ces vérités cachées que notre communauté existe. Si vous appréciez cette enquête et souhaitez que nous continuions à révéler ce que l'histoire officielle dissimule, votre soutien est essentiel. Un j'aime nous encourage et votre abonnement vous assure de ne jamais manquer nos explorations futures. Dites-nous en commentaire ce que ce système de contrôle absolu vous inspire. Votre perspective enrichit notre discussion. Plongeons au cœur de la machine spartiate, à l'instant précis où la vie et la mort étaient décidées par l'État. La naissance d'un enfant n'était pas une célébration, mais le début d'un jugement. Pour la mère, l'épreuve n'était pas terminée. Elle retenait son souffle, attendant le verdict. Le nouveau-né n'était pas présenté à la famille, mais emporté par son père à un lieu nommé l'Échet, où les anciens de la tribu l'attendaient. Là, dans un silence glacial, l'enfant était déshabillé et examiné sous toutes ses coutures. Ce n'était pas un examen médical, mais une inspection eugénique. Les mains calleuses de ces vétérans évaluaient la robustesse de ses membres, la perfection de sa forme. Chaque détail était scruté, à la recherche du moindre signe de faiblesse ou de difformité qui pourrait entacher la lignée des guerriers. Puis, le verdict tombait, prononcé sans émotion. Si l'enfant était jugé apte, on lui assignait une part de terre et son existence était validée. S'il était jugé fragile ou imparfait, il était condamné. Il était alors emporté au pied du mont Taïget dans un gouffre connu sous le nom d'Apothète, le lieu des dépôts, où il était abandonné à son sort. Cet instant était le véritable climax de la société spartiate, la négation absolue de l'individu face à l'exigence implacable de la perfection collective. Après un verdict aussi absolu, quelles étaient les répercussions? Pour l'enfant validé, la vie commençait, mais elle appartenait déjà à l'État. Il était rendu à sa mère, non par affection, mais pour un élevage de 7 ans, où elle devait l'endurcir et réprimer tout sentimentalisme. Pour la famille de l'enfant rejeté, il n'y avait ni deuil, ni sépulture. Le silence était la règle. Toute manifestation de chagrin était une trahison potentielle, un questionnement inacceptable de la décision de l'État. Cette suppression émotionnelle, institutionnalisée, créait un traumatisme invisible, transmis de génération en génération. Mais la conséquence la plus dévastatrice, le véritable impact de cette politique, se révéla sur le long terme. En recherchant une perfection inaccessible, Sparte avait enclenché une bombe à retardement démographique. Ce phénomène, que les anciens Grecs nommaient oliganthropie, soit la pénurie d'hommes, rongea la cité de l'intérieur. Chaque enfant rejeté, chaque lignée interrompue, réduisait le bassin de futurs citoyens soldats. Lentement, inexorablement, la machine à créer des super-guerriers détruisait la matière première dont elle avait besoin. L'ironie la plus tragique de l'histoire est que l'instrument conçu pour garantir la suprématie de Sparte fut la cause directe de sa chute. L'armée invincible se vida de ses hommes, et la cité-État, vidée de sa force vitale, devint une coquille vide, incapable de se maintenir. La chute de Sparte n'a pas signé la fin de son influence. Si les murs de la cité sont tombés, son idéologie a survécu, traversant les siècles tel un fantôme. Cet héritage est d'autant plus troublant que notre connaissance de Sparte est filtrée, écrite non par les Spartiates eux-mêmes, mais par leurs rivaux ou admirateurs, comme les Athéniens, qui ont souvent romanticisé leur discipline tout en occultant la brutalité de leur eugénisme. Cette vérité censurée, c'est que le modèle spartiate est devenu un plan directeur pour le contrôle totalitaire. Le philosophe Platon lui-même, dans sa République, s'en inspira pour imaginer une cité idéale, dirigée par des gardiens élevés et sélectionnés collectivement, une version intellectualisée du système spartiate. Des siècles plus tard, durant les Lumières,
Des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau admiraient Sparte pour son dévouement civique, y voyant un remède à la décadence individualiste. C'est là que réside le paradoxe le plus fascinant pour nous. Comment un modèle aussi autoritaire a-t-il pu séduire des philosophes qui ont inspiré les idéaux de liberté? En réalité, l'héritage de Sparte est l'antithèse directe des valeurs qui allaient forger la France moderne. Face à l'état-machine spartiate, la pensée française a fini par ériger les droits de l'individu. L'écho de Sparte nous rappelle qu'au cœur de la pensée politique occidentale, deux visions s'affrontent, celle de la liberté individuelle et celle, bien plus sombre, de l'architecture biologique de l'État. L'histoire des femmes de Sparte est bien plus qu'un simple récit du passé. C'est un miroir qui nous renvoie à des questions fondamentales sur le corps et la liberté. En explorant leurs conditions, où l'individu était effacé au profit de l'État, nous mesurons la valeur de nos propres droits, si chèrement acquis. Leur force silencieuse face à un système qui les niait est une leçon qui traverse les âges. Notre mission, sur cette chaîne, est précisément de continuer à exhumer ces récits, de donner une voix à celles que l'histoire a tenté de faire taire. Si cette enquête vous a interpellé, votre soutien est notre plus grande force pour poursuivre ce travail. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos futures révélations et laissez un j'aime si vous pensez que ces histoires méritent d'être racontées. Partagez en commentaire le nom de la prochaine figure historique dont vous aimeriez que nous dévoilions les secrets. De nouvelles vérités censurées et de nouveaux scandales de cour vous attendent. L'histoire est un palais rempli de portes closes et ensemble nous continuerons à les ouvrir.